Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la table ronde, voilà, de Parole de dirigeants, qui est un rendez-vous consacré au partage d'expériences entre pairs. L'esprit de ces rencontres et de cette table ronde, en fait, est assez simple, hein. C'est des regards croisés, un partage de trajectoires et, si possible, voilà, d'évoquer, de découvrir des pistes sur les chemins de la croissance et de la profitabilité, si je puis dire. Alors, avec Parole de dirigeants, hein, qui est une série de tables rondes que nous ouvrons, nous ouvrons justement un espace d'échange entre pairs, en confiance, sans posture. Et donc, c'est pour ça qu'on la souhaite tout à fait participative. Alors, pour me présenter en deux mots, moi, je suis Jérôme Chasquet, je suis le président du Collège du dirigeant. Avec notre communauté de board advisors, nous accompagnons la transformation finalement et la gouvernance des entreprises, particulièrement des PME et des ETI. Et puis nous avons une conviction forte, je vous la partage, hein, c'est que chaque dirigeant, chaque dirigeante mérite son advisory board. Voilà. Alors ce soir, on aborde un thème qui incarne vraiment très fortement l'idée de résilience et de réinvention, qui nous est très cher, nous, au Collège du dirigeant. Et donc avec cette thématique de l'automobile à l'aéronautique, se réinventer face aux turbulences. Voilà. Alors l'automobile est confrontée, vous le savez, à une fragilisation profonde, hein, à la fois une concurrence chinoise, des sujets de transition énergétique, la pression réglementaire bien sûr aussi, beaucoup de tensions parfois sur les chaînes d'approvisionnement. Et puis l'aéronautique, l'aéronautique est portée par une forte croissance. Une forte croissance, mais qui convient aussi, j'imagine, en tout cas pour toutes celles et ceux qui sont dans l'aéronautique, de maîtriser, avec des carnets de commandes plutôt pleins, et une montée encore en cadence qui évidemment exige pas mal d'organisation. Et donc, entre d'un côté une forme de risque de déclassement, hein, et de l'autre côté une croissance à maîtriser, on va essayer d'explorer aujourd'hui, avec tous celles et ceux qui seront autour de la table, comment ces trajectoires peuvent se lire et comment autour on peut bâtir une croissance qu'on espère à la fois durable et profitable et une saine gouvernance. Alors, je vous présente aujourd'hui déjà nos deux premiers témoins. Jean-Michel Marie, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Voilà, donc Jean-Michel est un dirigeant expérimenté. Jean-Michel, vous avez été président de Boloff pendant déjà, je crois, une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez conduit une transition réussie, justement, de l'automobile vers l'aéronautique. Donc votre témoignage sera d'autant plus pertinent et intéressant. Et je rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Boloff, que c'est un groupe international familial qui existe, je crois, même depuis la fin du 19e siècle, spécialiste des techniques d'assemblage et de montage, avec un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est 18 millions d'éléments d'assemblage produits par jour. Donc c'est quand même assez étonnant. Et puis Michel Guesquière, bonjour Michel. Bonjour. Voilà, cofondateur de l'IMC du dirigeant, auteur d'un livre qui s'appelle Garder l'espoir, je crois qu'il en prépare aussi un autre, observateur vraiment très affûté de toutes les mutations industrielles, des trajectoires de croissance des entreprises, et qui va nous partager son analyse du secteur et des leviers de transformation possibles, effectivement, des PME et ETI dans ces univers. Pour clôturer cette petite introduction, juste pour vous dire un peu comment va être le déroulé de notre table ronde, on va avoir finalement une entrée en matière, je dirais, les 10 premières minutes, vraiment pour poser le cadre, hein. On va réfléchir à quel est ce cadre, l'univers et les tendances actuelles dans ces deux secteurs. On vous permettra bien sûr de réagir. On prendra les 10 minutes suivantes vraiment pour être beaucoup plus sur des témoignages, mais surtout aussi peut-être des exemples illustrés, hein, de trajectoires réussies. Et puis les 10 minutes suivantes, vraiment pour réfléchir aux enjeux et peut-être ceux qui sont les vôtres. Et puis ensuite, dans la deuxième demi-heure, on aura une discussion beaucoup plus libre et ouverte avec tous celles et ceux qui souhaitent y participer. Voilà, donc si ça vous convient, on fera ça. Et entre les deux, on fera une petite table, tour de table, si je puis dire, pour que chacun se présente très rapidement avant que chacun puisse effectivement prendre la parole, si vous le voulez bien. Alors, peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet. Et une première question, du coup, pour Michel, qui pourrait peut-être nous éclairer, Michel, sur les trajectoires un peu contrastées de ces deux secteurs que sont l'automobile et l'aéronautique. OK. Merci Jérôme. Alors, en termes de poids économique et en termes d'emploi, c'est deux filières qui sont comparables, sachant que
il y a à peu près 230 000 emplois directs dans l'automobile. Il y en a un tout petit peu moins de 200 000 dans l'aéronautique. La grosse différence en termes de poids économique et de poids en termes d'emploi en France, c'est que l'écosystème de l'automobile est d'environ 900 000 emplois, donc c'est très très lourd, alors que l'écosystème de l'aéronautique est trois fois plus faible. Il est de l'ordre de 300 000, 350 000 emplois. D'accord? Le deuxième élément qui est très distinctif entre les deux filières, c'est que la filière automobile est naturellement une filière de production de masse, avec un enjeu de compétitivité qui est évidemment essentiel. Je crois que c'est Elon Musk qui dit en fait que pour faire l'automobile, il faut savoir faire des machines qui font des voitures, hein. Tellement le process et la compétitivité est essentiel. Et il dit, ben, dans l'aéronautique, alors je vais le dire de façon un peu courte, mais c'est beaucoup plus une industrie de prototypes, Mhm. avec évidemment des dimensions réglementaires et de sécurité qui sont absolument essentielles. Donc on a en quelque sorte quand même une certaine différenciation en termes de compétences, puisqu'il y a un enjeu de compétitivité extrêmement fort sur des volumes importants d'un côté et des enjeux de performance, de sécurité, de réglementation de l'autre. Au niveau des dynamiques, Jérôme l'a dit, les filières sont très polarisées et elles ont probablement vocation à être de plus en plus polarisées. Bon. La situation de l'aéronautique, on la connaît, que ça soit militaire ou civile. Au niveau civil, elle est portée par une croissance. Et on connaît les raisons, hein, liées au trafic aérien mondial, liées au besoin de reconstituer des carnets de commandes avec des productions qui sont importantes. Et naturellement, au niveau militaire, elle est portée par l'évolution de la géopolitique et les réarmements avec Mhm. des budgets en hausse dans quasiment tous les pays, singulièrement en Europe, mais aussi en France. Cet ensemble-là fait qu'il y a un potentiel de trajectoire durable assez forte de croissance, à l'opposé de l'automobile, dont, au fond, la dynamique est très différente. Jérôme l'a dit, hein. Alors déjà, on part d'une baisse très, très sensible de la production européenne, hein. En préparant notre échange ce soir, je me suis rappelé que on fabriquait 19 millions de véhicules en Europe en 2017. On n'en fabrique plus qu'aujourd'hui 14 millions. D'accord? Et en France, on a fabriqué 3,3 millions. À la même période, on en fabrique aujourd'hui 50%, 40% de moins. On est à 1,7 million, quoi. D'accord? Donc la base industrielle s'est réduite et vous connaissez évidemment la problématique, c'est-à-dire que une transition qui s'est faite sans écouter les industriels, à marche forcée, et qui fait qu'aujourd'hui, on a à la fois un problème de demande parce que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les sous pour pouvoir passer à tout électrique, et on a en plus un problème de compétition, comme l'a dit Jérôme, avec les Chinois, qui ont déjà 20% du marché électrique en Europe et qui ont à la fois des véhicules très performants, mais aussi des véhicules qui sont peu chers du fait de leur volume, et puis aussi des subventions de leur État. Donc, dans ce contexte-là, on a une filière, je crois qu'il est raisonnable de dire, qui est fragilisée, d'accord? À la différence de la filière aéronautique qui peine à monter en cadence et qui est probablement freinée par, l'écosystème de sous-traitants. D'où une problématique introduite par Jérôme, qui est au fond assez simple, hein. C'est est-il possible pour un certain nombre de PME et de TI de consolider leur position dans l'automobile en montant en valeur ajoutée et simultanément de se diversifier pour celles qui ne l'ont pas encore fait vers l'aéronautique. Étant entendu qu'on ne rentre pas dans l'aéronautique comme ça, le ticket d'entrée est élevé et j'imagine que Jean-Michel en reparlera. Il y a des enjeux d'acquisition de compétences et de société pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc c'est ça un peu la problématique aujourd'hui. Comment simultanément consolider une position sur une filière qui est fragilisée et se préparer à diversifier vers l'aéronautique pour monter en valeur et regarder à quelles conditions on peut se réinventer et faire ça. Et on verra
plus loin que certaines grandes entreprises, mais je pense que Jean-Michel a l'expérience, autre que la sienne, ont su faire Mhm. ce travail de réinvention pour avoir un portefeuille d'activités beaucoup plus équilibré. Donc voilà, Jérôme, un peu la problématique de ces deux filières. Ben, merci Michel pour cette bonne entrée en matière. Alors du coup, je me tourne vers Jean-Michel. Jean-Michel, alors du coup, vous avez accompagné cette bascule, vous l'avez initiée, accompagnée, réalisée. D'abord, quels signaux faibles à l'époque, vous allez nous dire, c'était il y a 5 ou 10 ans, vous ont fait comprendre qu'il fallait un petit peu vous réinventer ou en tout cas au moins ouvrir cette nouvelle dimension. Et comment vous avez fait ce chemin? Merci beaucoup, Jérôme, et merci Michel pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes. Euh, J'aurais tendance à dire, moi, j'ai travaillé d'abord 30 ans chez Boloff, et dans les années 90, on a fait partie avec certains autres confrères, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, de cette orientation qui est qu'on est on est passé de sous-traitant à partenaire dans le monde de l'automobile. C'est-à-dire qu'on s'est mis au lieu de fabriquer des produits que j'appellerais standards, on s'est mis à travailler sur des cahiers des charges de nos clients donneurs d'ordre et on s'est mis à maîtriser nous-mêmes nos propres produits. Ça a fonctionné, ça, et on a accompagné ainsi des années 90 jusqu'à il y a quelques années, et encore maintenant, même si la dynamique n'est pas la même, on a accompagné donc les donneurs d'ordre, les constructeurs automobiles, un peu partout dans le monde entier. Encore une fois, ça a bien fonctionné. Et si j'avais un signal faible, parce que chez Boloff, on était quasiment automobile, ou en tout cas majoritairement automobile, on l'est encore, mais en tout cas, on s'est concentré sur l'automobile jusqu'à quelques dernières années, 4 5 ans. Ce qui nous a mis, si j'ose dire, la puce à l'oreille, ce qui nous a intéressé dans le monde aéronautique, c'est plusieurs choses. D'abord, qu'on s'est rendu compte que l'automobile arrivait quand même quelque part en fin de cycle. Mhm. Il y a énormément de problématiques structurelles qui seront résolues, pour sûr, mais qu'il faut pour autant prendre à bras le corps. On parlait tout à l'heure de robotisation, hein, c'était un peu le message de Michel quand il faisait la comparaison entre les process industriels, automobile et aéronautique. Donc robotisation, décarbonation, euh, arrivée d'une concurrence chinoise très forte qu'on a peut-être nous-mêmes construite, mais ça c'est un autre sujet, mais qui maintenant est bien, bel et bien chez nous avec des niveaux importants, et qui fait qu'à mon sens, euh, travailler dans l'automobile et uniquement dans l'automobile, ça va devenir, en tout cas pour des équipementiers comme nous, traditionnels dans le monde de la mécanique, de l'automatisation, ainsi de suite, ça devenait compliqué. Et c'est ça qui nous a amené à une réflexion sur où aller pour reproduire, si j'ose dire, ce qui a bien marché dans l'automobile, c'est-à-dire ce passage de sous-traitant à donneur à concepteur. Euh, Quels étaient les marchés, si j'ose dire, mondiaux qui avaient ce type d'exigences techniques et ces exigences de supply chain. Et on tombe assez facilement, il n'y en a pas 40 000 pour être franc avec vous, on tombe assez facilement sur l'aéronautique. Et c'est ce qui m'a poussé et ce qui m'a permis de convaincre, j'aurais tendance à dire, ma direction, d'aller et de construire une business unit dans le monde de l'aéronautique. Et du coup, dans cette étape-là, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait vraiment quand même des barrières à l'entrée, qu'elles soient techniques, réglementaires ou d'autres natures, ou finalement pas trop compte tenu de la nature des produits que vous vouliez réaliser? Alors, je pense que quelque part, l'aéronautique, c'est comme l'automobile, mais même si c'est sur des critères différents, ce sont des marchés qui sont relativement mûrs, Mhm. relativement déjà bien installés. Donc, être un nouvel entrant dans le monde de la mécanique, dans l'aéronautique, sans aucune base, sans aucune compétence, et avec des process différents, parce que je rappelle que le process automobile et le process aéronautique sont différents, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour moi, ça me paraissait complètement irréaliste. Donc, rentrer dans l'aéronautique, ça passe quand on y est complètement extérieur, ça passe de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a réalisé systématiquement par des acquisitions. Mhm. Donc on a acheté deux petites boîtes, si j'ose dire, françaises, qui étaient des grands acteurs connus et dans des positions un peu différentes l'une et l'autre,
dans l'aéronautique, ce qui nous a permis d'avoir d'emblée les certifications nécessaires. Mhm. Encore une fois, l'écosystème aéronautique est mondial. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce point de vue-là. Hein, l'ensemble des acteurs mondiaux, qu'ils soient comment dire, publics ou privés, travaillent ensemble. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a une logique, et vous allez la comprendre facilement, qui est la sécurité. Hein. La sécurité, c'est le maître mot de l'aéronautique. Et pour garantir cette sécurité, où qu'on soit dans le monde entier, il faut-il encore travailler sur la même base. Donc, Mhm. c'est un écosystème, donc je répète, mondial, avec des normes et avec des critères de qualité divers et variés d'homologation qui sont suivis. Et nous, on les a acquis à travers nos acquisitions. Donc, c'est ce qui nous a permis de passer le cap. Intéressant, donc on pourra quand même s'interroger et se dire, voilà, est-ce que ces transformations, ces pivots sont à la portée de toutes les PME? En tout cas, on imagine qu'il faut être dans une position, en tout cas, de pouvoir un peu consolider ou faire des acquisitions pour aller effectivement plus vite. Alors, je repasse peut-être la main là ici à Michel, et puis après on prendra aussi peut-être aussi un certain nombre de vos réactions. Michel, est-ce qu'on pourrait penser à quelques exemples assez pertinents pour être tout de suite vraiment dans le vif du sujet, dans le concret? Justement de modèles un peu de différenciation et d'évolution réussis. Oui, en fait, en écoutant Jean-Michel, il y a un exemple qui me vient, c'est l'ISI. Pourquoi? Parce que l'ISI est un groupe, historiquement, c'est un groupe spécialisé dans la mécanique. Et en fait, l'ISI était connu, le nom a été rebaptisé, mais c'était en fait historiquement une entreprise qui faisait de la fixation, des systèmes de fixation mécanique pour l'automobile. Alors, ils ont évolué rendant leur système intelligent. Et d'ailleurs, comme l'a suggéré Jean-Michel, en faisant des acquisitions pour rendre ces systèmes intelligents avec des capteurs et avec des actionneurs, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à durer dans l'automobile et à se différencier. L'ordre de grandeur, hein, dans l'automobile, c'est environ 5000 salariés et c'est à peu près 500 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en écho à ce que disait Jean-Michel, ils se sont développés dans deux autres domaines, l'aéronautique et le médical. Et l'aéronautique, ils l'ont fait par acquisition de société. Et le pôle aéronautique est en forte croissance puisqu'il a franchi en 2025 la barre des milliards, du milliard d'euros. Ah oui. D'accord? Et il a aujourd'hui 7000 salariés. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, ils ont annoncé mi-année la cession de leur activité médicale pour pouvoir réinvestir le produit de la cession, d'accord, dans la division aéronautique et être capable en investissement plus rapidement et plus fort dans l'aéronautique, de supporter la croissance. Hein. Selon la Bavarian règle qu'on connaît, qui est que on croit sur un marché à fort potentiel, qui est une règle qui est souvent oubliée, on croit à la vitesse de sa rentabilité. Donc plus la rentabilité est élevée et plus on a un potentiel de croissance. Et cette rentabilité, elle est liée notamment au niveau d'endettement qu'on peut avoir et puis à la rentabilité économique. Donc oui, Jérôme, l'Easy est vraiment l'exemple d'une entreprise qui se réinvente, d'accord, et qui fait des acquisitions externes pour pouvoir développer son activité aéronautique et qui se différencie très fortement en prenant le virage d'équipements connectés dans l'automobile. Mhm. Très Et on clair. retrouve en fait à travers ça deux, trois fondamentaux de la réinvention des PME, des ETI, quand on les observe, quand on les accompagne, c'est-à-dire en fait vraiment faire évoluer l'offre en fonction de l'évolution technologique et en fonction de la demande, donc des offres beaucoup plus techniques, beaucoup plus intelligentes et aussi souvent avec des contraintes de durabilité et de sécurité. Deuxièmement, revisiter son portefeuille client en retrouvant des opportunités de différenciation ou de diversification et rentrer dans l'aéronautique par des acquisitions tellement le ticket d'entrée est élevé, ce qu'a dit Jean-Michel, et puis retravailler complètement son delivery et son modèle de compétences pour pouvoir faire ce move-là. Ça, c'est vraiment des fondamentaux qu'on retrouve dans toutes les PME ou les ETI qui ont réussi à faire ce qui est un peu prétentieux, mais qu'on appelle le pivot, hein, la manière de pivoter d'un secteur à l'autre. Et alors, du coup, je me tourne là, à nouveau vers Jean-Michel. Est-ce qu'il y a quelques enseignements, quelques clés de succès, peut-être combinées au-delà hein, des acquisitions elles-mêmes? Est-ce que finalement, ça a été une forme de spécialisation, une montée en valeur, une gouvernance du changement? Quelles ont été un peu les différentes clés qui ont permis à Boloff d'abord de faire ce pivot et puis de le réussir
d'une certaine manière. Alors, je vais reprendre encore une fois ce qu'a dit Michel à plusieurs reprises. Les process automobiles sont des process de volume. Les process aéronautiques sont des process de plus techniques, plus technologiques, avec une logique de volume moindre. Ce qui fait que quand on travaille dans le monde de la mécanique, de l'automatisme, ainsi de suite, on est sur des usines différentes. Euh, Ce qui est, quand on prend acte de ça, ce qu'a fait Lizzie d'ailleurs, je pense que c'est même le premier groupe à l'avoir fait dans les années, fin des années 90. Et 90. ce qu'on fait nous depuis 5-6 ans, c'est que on constitue en fait deux divisions séparées, ou plutôt on crée une division spécifique aéronautique pour éviter justement de mélanger comment ça s'appelle, des dimensions techniques et puis aussi une autre dimension que j'aimerais souligner, qui est la dimension du temps. Aujourd'hui, dans un avion, même un avion qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, on est encore sur des produits mécaniques, pour certains, qui datent des années 60. Mhm. Donc le temps des produits est long, pour un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir par la suite. Alors que dans l'automobile, vous le savez comme moi, il y a des véhicules, il y a des modèles qui changent tous les 3 à 5 ans, donc ça bouge vite et ça donne des options avec des projets beaucoup plus courts. Donc, faire travailler deux modèles qui technologiquement sont différents, en termes de process industriels sont différents et en termes de gestion du temps sont différents, c'est compliqué à combiner ensemble. D'où, je répète, l'intérêt de séparer les deux entités. Nous, on a fait deux business units. Lizzie a fait deux entités complètement séparées. Lizzie Automobile, Lizzie Aerospace. C'est une règle que l'on voit qui est de plus en plus générale parce qu'il y a une autre raison, au-delà des raisons citées par Jean-Michel sur la différence de process et la Mhm. différence de cycle de vie. Il y a une troisième raison qui est que souvent ce qui empêche des entreprises de faire des diversifications ou de pivoter stratégiquement, c'est que euh, tout est fait pour gérer la rente actuelle. Le contrôle de gestion et tout le système financier privilégient au fond, et c'est pas un défaut, la gestion de la rente actuelle, c'est-à-dire le positionnement actuel, au détriment de l'allocation de ressources pour ce qu'on veut faire comme étant le relais de croissance. Et donc, le fait d'avoir une division autonome, c'est non seulement nécessaire d'un point de vue industriel, comme Jean-Michel l'a expliqué, mais c'est aussi souhaitable pour des raisons financières et de clarté de l'allocation de ressources. Et pour ne pas tomber dans le piège où, au fond, on dit qu'on veut se diversifier, mais on ne se donne pas suffisamment de ressources pour le faire, parce qu'on privilégie trop fort et trop longtemps l'allocation de ressources sur ce qui fait la rentabilité actuelle de l'entreprise. Michel, sur deux gouvernances différentes et je partage complètement. Et ce sont deux gouvernances différentes. Donc, cycle de vie, process, prototype d'un côté, volume de l'autre, compétitivité incroyable dans l'automobile avec l'arrivée de la Chine et tous les problèmes de taxes et d'imposition et de normes. L'ancien président de Renault disait que 30% de l'augmentation des prix de véhicules automobiles est liée aux normes. D'accord? Et évidemment, l'extrême importance de la sécurité dans le domaine de l'aéronautique et l'extrême importance de la certification, qui fait d'ailleurs que le ticket d'entrée est très élevé, d'où ce que disait Jean-Michel sur la nécessité de procéder par acquisition. C'est quasiment pas d'entreprise qui crée de rien et qui rend dans ce métier de rien. Voilà, Jean-Michel. Merci. Alors, avant d'avancer encore un peu dans notre sujet, peut-être la parole à celles et ceux qui souhaiteraient intervenir. Est-ce que peut-être que parmi vous, il y a des dirigeants qui ont vécu, qui imaginent vivre des transitions un peu de la sorte? Est-ce qu'il y a un témoignage que vous voulez d'ailleurs nous livrer ou une question, un enjeu auquel vous faites face? Donc, n'hésitez pas si l'un d'entre eux, je vois peut-être Johan, Xavier, Emmanuel, Thomas. Voilà, les uns ou les autres, n'hésitez pas, Gaëtan, à intervenir si à un moment donné vous avez ici ou là une question, un témoignage à nous partager. Je vous laisse quelques secondes pour voir si vous souhaitez prendre la parole. Je veux bien m'exprimer. En tout cas, je remercie Jean-Michel et Michel de ces, de ce témoignage. C'est clairement ce que j'ai vécu.
Je dirige une société qui fabrique des cartes et des systèmes électroniques pour l'automobile. Lorsque j'ai pris mes fonctions en avril 2023, on était à 95% dédié à l'automobile. Le gros avantage que nous avions, c'est que nous avions un département dédié au prototypage automobile. Et le prototypage automobile, c'est de 0 à 1000 cartes. Et 1000 cartes, si vous voulez, dans l'automobile, ce sont des petits volumes pour des pré-séries, mais ce sont des grands volumes pour de l'aéronautique et de la défense. On avait aussi ce niveau de complexité et de technologie nécessité par l'aéronautique et la défense, au pas de charge avec peu de budget. Alors c'est pour ça que je me mets dans l'exception que décrivait Michel tout à l'heure, avec 0 budget. Nous avons réussi, mais grâce à nos compétences, à entrer dans l'univers de la défense en intégrant le J4 en décembre 2023 et le JFAS en avril de cette année. Ça nous a permis de décrocher des premiers contrats. Je cite une marque telle que Excel, qui est présente dans la défense et l'aéronautique. Et nous avons gagné donc notre place et notre légitimité dans ce secteur, je dirais, grâce à l'engagement de son directeur général, moi-même, mes équipes, et on a réussi finalement à trouver notre place. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. L'avantage que je vois quand même dans l'électronique, et je contredirais peut-être sur cet aspect-là, Jean-Michel, c'est que dans le domaine de l'électronique, le niveau de certification IATF est beaucoup plus exigeant que l'est le N9100, qui est plus procédurière, qui nécessite bon, donc une adaptation. Mais en termes de qualité, finalement, pour nous, c'est beaucoup plus simple de descendre un peu en gamme, enfin en gamme, en tout cas au niveau d'efficience. Et on a eu aussi cette démarche, parce qu'on était calibré pour faire des hauts volumes, de flexibiliser nos lignes au volume pour justement faire des petites séries de 200, 300, 400 pièces. Et en fait, on a suivi le même cheminement que l'usine Safran de Fougères, qui est notre usine sœur à la base, puisque mon usine a été Sagem dans les années 90. Donc, il y avait deux usines similaires, Fougères et La Ferté-Bernard. Et donc, on a suivi le même process qu'eux, sans se concerter, pour justement flexibiliser et être capable finalement d'avoir une répétabilité que l'on ne peut pas avoir et une flexibilité qu'on ne peut pas avoir si on ne fait que du prototypage. Et je crois aussi, alors moi j'avais eu une équipe de CNews qui était venue faire un reportage en mars, justement pour comprendre ces entreprises qui passent de l'automobile à la défense et à l'aéronautique. Alors, je dis, vous tombez bien, parce que nous, ça fait 2 ans qu'on a entamé cette démarche, et elle est vitale. Elle est vitale, mais elle est aussi vitale pour les secteurs tels que l'aéro, parce que je pense que le secteur automobile a comment dirais-je, une manière d'approcher la définition d'un produit en répondant aux qualités, coûts, délais que peut-être nos concurrents dans l'électronique ne sont pas en mesure de proposer. À tel point qu'on a été beaucoup plus loin et on a participé à un appel d'offres conduit par la DGA, le ministère des Armées, le pacte drone, qui est d'une certaine manière comment peut-on utiliser des ressources industrielles existantes pour produire en grande série, mais c'est 4000 exemplaires maximum, des drones avec des cartes électroniques. Nos concurrents qui sont dédiés défense aéronautique n'ont pas nos capacités de production, voire même d'assemblage. Et je pense que voilà, notre usine était capable de proposer quelque chose qui n'existait pas sur le marché, mais du fait de notre spécificité. C'est-à-dire qu'on peut faire des hauts volumes, on peut avoir une flexibilité en termes de qualité de produits et de faire des petits et les moyens volumes, et les grands volumes aussi. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est un vrai sujet. Mais j'insisterai aussi sur le fait que si l'aéronautique et la défense peuvent être performants aujourd'hui, il est vital que l'on conserve une activité automobile. Parce que ce qu'on est capable de proposer pour la défense et l'aéronautique, c'est l'automobile qui nous le donne.
Et si on ne conserve pas, à minima, cette compétence dans l'automobile, ça veut dire que la défense et l'aéronautique vont en pâtir. Et j'irai même plus loin, si les entreprises aujourd'hui qui travaillent pour l'automobile principalement, mais qui font aussi de la défense et de l'aéronautique, tombent ou sont liquidées parce que le secteur automobile ne permet plus d'être compétitif, ou disons que on les met dans des conditions de compétition totalement déséquilibré avec la Chine, par exemple, eh bien, ça veut dire que ces entreprises tomberont à cause de l'automobile, mais ne pourront plus produire pour la défense et l'aéronautique. Et là, je pense qu'il y aura un certain nombre de problèmes en matière d'approvisionnement et de cohérence de filière. Merci beaucoup Gaëtan. C'est voilà, un témoignage et un partage Mm. à la fois passionnant, réel, et puis sur une forme de prospective aussi, sur effectivement l'importance de ces deux filières et leur combinaison, que moi, j'avais pas forcément complètement en tête à ce point. Donc, je ne sais pas si certains veulent réagir. Tu me permets un, Jean-Michel, pardon, tu me euh, permets un rebond, Jérôme, à ce qu'a dit Gaëtan. J'avais deux rebonds. Le premier, c'est que je relisais des propos d'Elon Musk qui est à la fois dans l'espace et dans l'automobile et qui disait que dans l'aérospatial, il faut construire des prototypes uniques et dans l'automobile, il faut penser en millions. Et donc, comment en fait apporter l'état d'esprit de la production de masse à la fabrication des fusées, hein. C'est au fond hein, ce Oui, mais qui c'est est vraiment exactement mm, est exactement, et au fond, si je reprends encore son verbatim, comment transférer des méthodes industrielles de production automobile à l'aérospatiale, hein. ça. Donc c'est Et c'est, c'est pile poil votre remarque. Et le deuxième élément, j'ai croisé dans ma carrière l'un des présidents de Pierre Faure de Sagem, et je me souviens qu'à l'époque, il développait beaucoup un concept qui était celui de fertilisation croisée, c'est-à-dire qu'en disant il faut des divisions identifiées pour les raisons qu'on a discutées, d'allocation de ressources, de process différents, mais il faut veiller à essayer en permanence de tirer parti des, du croisement des compétences entre les divisions, hein. Voilà. Et donc, être efficace par la logique de la division, hein, mais animer un processus qui permet hein, d'avoir une fertilisation entre les différentes divisions. Voilà. C'était un peu de rebond par rapport à votre mm, intervention. les Excuse-moi, deux se Jean-Michel. nourrissent, hein. Les deux se nourrissent et mm, c'est Les deux se nourrissent, exact. exactement, c'est ça. mm. Excuse-moi, Jean-Michel. Michel, non, ouais, Michel, si je peux intervenir, c'est pour dire deux choses. La première, pour aller dans le sens de Gaëtan, le niveau de maturité du supply chain dans l'automobile et dans l'aéronautique n'est pas le même. Euh, Encore une fois, l'automobile, il y a très longtemps, a compris que pour pouvoir faire des voitures les plus efficientes, quel que soit le niveau d'efficience, il fallait savoir donner la responsabilité sur des métiers particuliers à des partenaires et puis leur faire confiance, évidemment, avec une certaine forme de contrôle et de collaboration, mais pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui a mis en place, c'est ce qui a permis de mettre en place un supply chain avec des taux de service qu'on estime à 98, 95, 98%, et qui sont à peu près les standards automobiles. Pas toujours atteints, c'est clair, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Quand on est dans quand on est dans l'aéronautique, on a la main mise qui est en train d'évoluer, mais une mainmise forte de quelques très gros acteurs. Mhm. Et puis en dessous, une foultitude de petits sous-traitants qui sont là pour travailler sur des plans existants et faire des produits au plus vite, les moins chers possibles avec le volume, sachant qu'évidemment, ils ont l'homologation. Et là, la relation n'est pas du tout la même. Et il n'y a pas, y a pas le même niveau de collaboration qui fait que c'est un supply chain qui est plus compliqué, et aujourd'hui, même si les choses bougent un peu, moi j'ai rencontré régulièrement les gens les acheteurs notamment de chez Airbus, même si on parle de taux de service, on est loin des niveaux atteints dans l'automobile. Donc une maturité des acteurs assez différente d'un côté et de l'autre. Et je tirais peut-être une sonnette d'alarme là-dessus parce que souvent l'aéronautique a tendance à vouloir copier l'automobile avec retard. Je Mhm. suis pas sûr que ce sont toujours les meilleures sources d'inspiration. C'est vrai aussi. Peut-être que Zodiac Aerospace, qui a connu quelques déboires avec l'A350, avait un peu trop recruté dans l'automobile. Donc, ça a ses limites. Et la logique, finalement,
moi, j'ai une vision des acheteurs automobiles qui n'est pas forcément positive. Parce qu'ils sont à chercher le centième de centime, mais sans remettre en perspective, d'une certaine manière, tous les coûts indirects que cela induit. Je ne parle même pas de la qualité, je ne parle même pas des émissions carbone, parce on est souvent mis en concurrence avec des Chinois, tout en ayant cette obligation de réduire nos émissions carbone. Alors, je dis à l'acheteur, je dis, bah, écoutez, vous voulez protéger la planète, vous voulez réduire les émissions globales de la planète, produisez chez nous, pas en Chine. Parce que vous nous demandez des choses que vous ne demandez pas aux Chinois et qu'ils ne Mhm. peuvent pas vous donner. Donc, c'est bon. Mais Mais à 20% moins, finalement, on s'assied un peu sur la planète. oui, mais je pense que l'aéronautique doit faire attention de ne pas tomber dans les travers de Mmh. l'auto. C'est Voilà. vrai. Alors, c'est très intéressant tout ça parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a non pas une interdépendance, mais en tout cas des liens très forts. Et en même temps, là, comme Gaëtan le dit, il faut faire aussi attention, pas toujours à prendre l'exemple que dans un certain secteur. C'est d'ailleurs en rebond, à proprement parler, l'intérêt d'une gouvernance ouverte et agile qui permet d'avoir autour de la table des personnes qui peuvent venir effectivement d'univers très différents et nourrir finalement de leur vécu, de leur expérience, un dirigeant, justement avec un regard d'une autre nature. Enfin, on a un exemple, nous, qu'on a vécu là avec un dirigeant accompagné par un advisor board qu'on a pu lui structurer. C'est un acteur qui nettoie les huiles des ateliers mécaniques, hein, et finalement, il souhaitait finalement être entouré de personnes dans l'univers automobile. Et en fait, il s'est trouvé que finalement, il était plus judicieux pour lui d'être entouré de personnes qui pouvaient l'aider sur d'autres parties avec d'autres regards et qui venaient pas forcément de l'univers automobile. Donc on voit qu'on est toujours sur voilà comment dire, le fait de se nourrir finalement de regards très croisés. J'en profite du coup pour poser une question à tous. Comment finalement décide-t-on aujourd'hui de tels changements stratégiques, d'un tel pivot? Alors, ça serait intéressant de prendre l'exemple, je ne sais pas si c'est Jean-Michel, je ne sais pas si c'est Gaëtan ou d'autres qui nous écoutent, Thomas, Emmanuel, Xavier, mais comment une décision est prise? Dans quel cadre? De quelle manière? Alors, évidemment, c'est différent quand on est peut-être fondateur majoritaire, quand on est une entreprise familiale historique, quand on est une boîte peut-être sous LBO, mais si certains veulent nous dire un mot là-dessus, ce serait intéressant de vous entendre. Bah, si je peux démarrer, moi, Jérôme, encore une fois, chez Boloff, on était quasi monopole, si j'ose dire, automobile. Mhm. Et on a pris conscience il y a 5-10 ans qu'il y avait quelque chose qui allait se passer avec la décarbonation, avec le poids des volumes, avec la Chine. Et on a cherché à se diversifier quelque part, c'est aussi banal que ça. Et c'est ce qui nous a amené sur cette réflexion-là. Donc, Et derrière, comment s'est passé le processus décisionnel? Est-ce que ça a été posé? Est-ce qu'il y a eu un cadre? Est-ce qu'il y a eu une réflexion de se dire, voilà, on se donne un chantier à 6 mois, à 12 mois, à 2 ans? Comment ça s'est opéré? alors, chez Boloff, c'est une boîte allemande, hein, c'est une ETI allemande, 3000 personnes, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est relativement important, c'est gros comme ETI. Moi, j'étais en direct, plus depuis quelques temps, quelques semaines, mais j'étais en direct avec le directeur général, avec le propriétaire, qui est lui aussi au fait de ce qui se passe dans les secteurs clients importants, qui fait qu'on a comment dire, cheminé un peu parallèlement. Et puis ensuite, bah, il m'a donné la responsabilité de construire une business unit et d'avancer là et d'avancer quoi. C'était un peu une stratégie très pragmatique. C'est on va acheter 2 boîtes, on va y aller, puis on va voir comment ça fonctionne. Et au niveau où on est à l'heure actuelle, euh, le risque était somme toute limité. Et puis bon, bah maintenant on rentre, on va pas vendre notre branche médicale comme le fait l'IGI, parce qu'on n'a pas de branche médicale. Mais ceci étant, maintenant clairement, c'est le futur. En tout cas, c'est des futurs importants d'un groupe comme Boloff. Si je peux Très bien. Et est-ce m'exprimer que là-dessus. certains ou certaines souhaitent intervenir également?
enfin, moi j'étais très en amont, hein. Mmh. C'est au moment même de mon recrutement où j'ai évoqué, je ne peux pas dépendre d'un seul secteur, je ne peux pas dépendre de trois ou quatre clients, ça n'est pas possible. Il y a un risque trop important. Et donc, j'ai mis en œuvre ce que j'ai vendu à mon président au moment de mon recrutement. Et j'ai été très cohérent et les clients que j'avais listés, targetés, on va dire, était pour moi, bon, au final, soit on était en négociation très avancée, soit on avait déjà les contrats. Donc pour moi, c'était une évidence. Et je fais beaucoup de veille concernant le secteur automobile, la situation que l'on vit aujourd'hui avec l'échec du tout électrique bon, et cette, comment dirais-je, cette révolution technologique imposée par des fonctionnaires et par décret. Bon, connaît, on va dire, quelques gros problème au démarrage et un problème d'adoption. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé il y a 4 5 ans. Voilà. Et j'avais bon, prévenu dans les différents groupes dans lesquels j'interviens qu'il y avait en effet un risque. Donc, de toute façon, enfin, une fois que j'étais aux manettes, je ne pouvais pas dépendre que d'un seul secteur d'activité et d'une seule typologie de clients. D'accord. Donc là, c'était le lien direct finalement avec le propriétaire, entre guillemets, de l'entreprise et ce dialogue dès le départ. Très bien. Bah, ce que je vous propose peut-être, parce que voilà, la nuit tombe, il commence à faire tard, en tout cas l'échange est passionnant, c'est peut-être de faire une forme de synthèse. Et pour connaître le talent de Michel, je sais que l'art de la synthèse est tout à fait dans sa ligne. Donc moi, je vous proposerais peut-être à Michel de nous faire peut-être une synthèse de ce qu'on a peut-être entendu sur ces 45 minutes de cet échange. Que faut-il retenir finalement de cette table ronde? Bah, moi, il y a plusieurs éléments, Jérôme. Le premier, c'est que si on veut continuer à croître, il faut aller là où est la croissance et donc il faut tenir compte de la dynamique des secteurs. Et c'est ce que Gaëtan rappelait, hein. Donc ça veut dire que on voit qu'aujourd'hui, il y a une dynamique de croissance qui est forte dans l'aéronautique pour des raisons qu'on a évoquées, et il y a une difficulté beaucoup plus grande de croître aujourd'hui dans l'automobile, ce qui n'est pas une raison de s'en désengager, mais il faut aller là où est la croissance. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'il faut reconnaître la différence importante qu'il y a d'un point de vue industriel et d'un point de vue de compétence entre les deux secteurs. Ce qui a conduit souvent d'ailleurs à aller vers des organisations, ce que je retiens, qui sont des organisations basées sur des divisions, hein, pour justement tenir compte de ces différences. D'accord? Il y a un troisième élément que je retiens, c'est que les facteurs clés de succès, qui est un terme un peu prétentieux, mais les facteurs clés de succès sont quand même pas de même nature dans le secteur automobile et dans le secteur aéronautique, hein. On a évoqué des éléments de masse, des éléments de compétitivité basés sur la masse dans l'automobile. On a évoqué des notions de technicité, de prototype, de sécurité dans l'aéronautique. D'accord? Hein. Et peut-être dernier élément que j'ai entendu, c'est effectivement la capacité ou pas à anticiper, hein, côté actionnariat, hein, côté dirigeant, hein, à anticiper la mutation de ces secteurs, d'accord, de façon à être capable de réduire son risque. Et on sait que la meilleure façon de réduire un risque, c'est quand même d'avoir une logique de diversification, hein, et de répartition sur sur plusieurs dynamiques, hein, qui est une base financière. Juste une remarque, Jérôme, qui n'a pas été évoquée. L'actionnariat n'est pas neutre parce que le fait que pas mal d'entreprises soient détenues par des fonds, les fonds eux-mêmes gèrent un portefeuille de participation, donc ils gèrent leurs risques au travers d'un portefeuille. Alors que, comme le disait Gaëtan, je veux dire, quand on est une entreprise, d'accord, il faut gérer son risque, d'où le besoin de diversification. Voilà. Donc, je pense que la structure mais ça, c'est une remarque, ce n'est pas une synthèse, Jérôme. La structure de l'actionnariat n'est pas neutre par rapport à des décisions de diversification pour réduire son risque et aller là où est la croissance. Voilà. Voilà en quelques mots, Jérôme, ce que j'ai retenu un peu de l'échange. Très bien. Bah, pour conclure, peut-être avant de se quitter, si certains souhaitent juste dire un petit mot de leur trajectoire, de leur entreprise, de leurs enjeux, ça serait avec plaisir de vous entendre. Alors peut-être Gaëtan, comme vous avez déjà eu la parole, on vous la redonne déjà. Ah, En quelques mots, en tout cas, si vous avez peut-être un mot de conclusion aussi.
Non, alors j'ai déjà pas mal parlé, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qui est en effet intéressant, moi j'ai un parcours bon, qui est très automobile, mais y compris en Formule 1, donc dans cet univers qui est très sauvage, on va dire, mais qui est une école formidable de survie en milieu hostile. Non, voilà, je crois fondamentalement à la nécessité de conserver une industrie automobile solide qui permettra, du fait des contraintes qu'elle impose, de ruisseler sur les autres secteurs et justement, comme l'évoquait Michel tout à l'heure, de nourrir finalement du contexte d'exigence pour l'efficacité de d'autres secteurs. Ouais. Très clair. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que vous partagez ce même point de vue. On va bientôt se quitter. Je vous partage en tout cas nos coordonnées si vous souhaiterez prendre contact avec nous, ce qu'elle a un rendez-vous, ce qu'elle est une visio. On sera là avec grand plaisir pour continuer cet échange. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous pour d'autres paroles de dirigeants sur d'autres transformations sectorielles. Vous voyez, c'est assez passionnant. Là, on était sur l'automobile aéronautique. On aura d'autres sujets et puis on va continuer à s'intéresser fortement, évidemment, aux passerelles entre l'automobile et l'aéronautique. Un grand merci à tous. Merci Jean-Michel particulièrement. Merci Michel également. Et puis à tous pour votre venue et participation.